De quoi je me mail sur rmc.fr, François Sorel. Nous sommes le 8 février 2019 et c'est parti pour De quoi je mail. Toute l'actualité des nouvelles techno, vous le savez, chaque vendredi. Version audio qui vous attend sur rmc.fr et la version vidéo sur 01nettv.com et sur YouTube. Merci d'être là dans nos nouveaux studios. Tiens, petite nouveauté pour ce De quoi je mail. Tout à l'heure, je recevrai le représentant de la marque Xiaomi en France. Il s'agit de Yan Liu qui nous présentera un peu cette marque étonnante, un peu ovni dans le monde du smartphone. On essaiera de décrypter un petit peu cette marque qui propose entre autres des rapports qualité-prix excellents. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook et aussi avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. De quoi je me mêle à un nouveau studio et puis on va essayer aussi de vous écouter, de vous donner la parole dorénavant dans De quoi je me mail. Vous allez pouvoir nous poser vos questions sur des sujets liés à l'actualité, rebondir peut-être à des thèmes d'actu qu'on a évoqués préalablement dans les émissions. Et pour ça, on n'a pas trouvé mieux qu'un petit mail. Voilà, donc le mail, c'est bien. Et l'adresse est la suivante, mail au pluriel, donc mails @01net.fr, tout simplement. Mail au pluriel @01net.fr. Vous pouvez nous laisser vos petites questions. Alors ça peut être des réactions sur l'émission, des questions sur des sujets. N'hésitez pas, on prendra les meilleures questions et on y répondra ici même. Pour débuter, le club de la presse IT. Éric Le Bourlou, bonjour. Hello. Le rédacteur en chef de 01net.com. Et cette semaine, on a le plaisir d'accueillir notre voisin. Il n'est pas très loin, c'est Emmanuel Paquette. Bonjour Emmanuel. Bonjour François. Quand on dit voisin, c'est qu'en fait, il a qu'à appuyer sur le bouton de l'ascenseur et passer de quel étage du 5e au 0. Donc ça va. Ouais. Vous voyez, c'est pas trop compliqué. Mais c'est pas pour ça que tu es là, Emmanuel. C'est aussi parce que... Ça me permet d'arriver en retard aussi. Voilà. Mais c'est parce qu'aussi, tu as une expertise excellente sur le monde de la tech et on est ravis de te recevoir avec Eric. L'actu de cette semaine, c'est Microsoft qui l'a fait. Tiens, ça faisait un moment. Microsoft qui est un petit peu plus discret ces derniers temps. Oui, et pourtant ça va bien pour eux. Mais pourtant ça va bien. Satya Nadella tient le paquebot parfaitement, avec un repositionnement sur le cloud, sur des abonnements. On le voit, Exactement. Office maintenant est sur abonnement, etc. Le modèle économique évolue. Plus d'exclusivité sur des machines. Aujourd'hui, vous retrouvez voilà. Oui, c'est un changement majeur stratégique qui a été opéré déjà depuis quelques années par Nadella. Ouais. Voilà, sur les iPhones, vous avez toutes les applis Office. Sur Android, vous les avez aussi. Enfin bref, voilà, tout va bien. Microsoft n'a plus que des amis aujourd'hui. Ils ont peut-être un petit peu plus de mal avec Cortana, mais bon, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ils en parlent un peu moins. Ils en parlent un peu moins. Cortana, oui, ça c'est sûr. Ce qui pour un assistant vocal d'en parler un peu moins, c'est pas bon signe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas très bon. Cela dit, l'actu de cette semaine pour Microsoft, c'est qu'enfin, ces tablettes qui ont été annoncées en octobre dernier arrivent en France. Oui, effectivement. Des nouvelles surfaces. Alors, c'est vrai que Microsoft, c'est aussi maintenant un fabricant de hardware depuis déjà quelques années. Et c'est vrai que contrairement à des gens comme Apple, ils n'arrivent pas encore à sortir un produit de façon mondiale, globale, quand ils l'annoncent. Donc, effectivement, ils viennent de lancer en France les nouveaux produits Surface qui sont en fait une génération. Alors, on ne peut pas dire que ce soit une bouleversifiant du point de vue de l'innovation. C'est pas disruptif, comme on dit aujourd'hui quand on est une start-up. C'est pas disruptif. C'est pas disruptif. Non, c'est pas disruptif parce que ce que met en avant le plus Microsoft dans ces nouveaux produits, c'est qu'ils ont une nouvelle couleur en fait. Voilà, ils sont clairement. Merci Eric. C'est sympa. Non, ils sont effectivement disponibles tous en noir. Alors c'est très joli, c'est un très beau noir, mais ça reste essentiellement des innovations cosmétiques. Alors j'exagère un peu puisque là ils annoncent donc 3 nouveaux produits, enfin le lancement de 3 nouveaux produits en France, la Surface Pro 6. Le Surface Laptop 2 et le Surface Studio 2, sachant que ces 3 produits sont, on va dire, c'est un peu la quintessence de ce que fait Microsoft sur Surface, puisqu'on a la Surface Pro, c'est leur produit historique, la tablette à clavier détachable, qui a été le premier produit Surface historique, donc qui est disponible en noir désormais, et surtout avec la dernière génération de puces Intel, donc la 8e génération de puces Intel, et donc c'est une update
update matériel pour coller en fait à ce que font, Oui. à ce que fait le marché. Ça fait le marché, oui, bien Et sûr. on a aussi effectivement le Surface Laptop 2 qui est moi, à titre personnel, ma machine Surface préférée, avec son clavier en Alcantara. C'est joli, c'est une belle machine, hein. On voit que Microsoft a pris de bien belles leçons en allant regarder un petit peu ce que faisait Apple, et tout en développant son propre style pour le design. C'est pas mal fait du tout. Et donc Surface Laptop 2 qui sort aussi là pour, je crois, si je ne m'abuse, je vais regarder ma note, à partir de 1149 €. Donc c'est quand même des machines qui sont pas Oui. données de manière générale, qui sont un petit peu moins chères que les machines d'Apple, mais pas tant que ça en fait. Et on a enfin la machine, enfin qui est pour moi peut-être le plus beau PC du monde. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment bien, il est vraiment beau, qui est le Surface Studio, ce tout en un que Microsoft destine aux créatifs vraiment aux gens qui travaillent avec l'écran tactile, qui ont envie d'utiliser ça comme un studio de dessin, de montage, etc. C'est une superbe machine. Son seul petit problème, c'est que c'est une machine vraiment de niche, hein, puisque c'est une machine qui vaut 4150 € quand même, hein, à prix de base. Mais c'est un très très bel Chez ordinateur. Apple, il y a des PC, enfin des Mac qui coûtent plus de 4000 €. C'est Donc vrai. ils se sont dit, Mais pourquoi tu pas peux nous avoir chez quand même un Microsoft. iMac à moins cher que ça, hein. Là, vraiment, voilà. Enfin, cela Surface dit- Studio, c'est une machine quand même d'exception, alors Ouais. plutôt réservée aux professionnels. Bien sûr, avec plein d'usages qu'il n'y a pas chez Exactement. Apple, hein, Mais de stylet, cette espèce de petite, ce petit appareil là, Oui, qui permet de oui. modifier les paramètres Oui, de qu'on la peut machine. poser sur l'écran et qui Voilà. permet ensuite d'utiliser une C'est palette. vraiment une machine par pour les exemple, créatifs, hein, c'est pas Ah oui, complètement. monsieur, madame, tout le monde n'a pas Non, trop à moins d'intérêt à que s'acheter cette vous ayez beaucoup machine-là. d'argent et que vous Oui, voulez vraiment voilà. un beau PC chez vous. Ah oui, Mais par contre, c'est quand même le Surface Studio, c'est peut-être la machine qui est la plus améliorée dans cette nouvelle génération-là, puisque elle a un nouveau GPU notamment, et ça va lui permettre d'avoir quand même des performances beaucoup plus Mhm. intéressantes pour les gens qui ont besoin de puissance. Et enfin, de l'USB Type C sur une machine comme ça. Microsoft a été assez réticent à Ils s'y passer mettent l'USB enfin. Type C, mais là ils s'y mettent depuis la Surface Go et le Surface Studio 2. Voilà, Voilà. signe que l'USB Type C, petit à petit, commence à Oui, ça arrive, s'étendre, même chez Microsoft. Même chez Microsoft. Donc c'est plutôt gagné pour Ouais. l'USB Type C. Emmanuel, Microsoft. Oui, alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, hein, parce que le marché du PC, globalement, c'est un marché plutôt baissier. Oui. Donc les tablettes s'inscrivent, en tout cas ce type de tablettes s'inscrivent directement sur un marché du PC. Là, il y a les derniers chiffres qui sont tombés aux États-Unis, donc on est sur un marché sur le dernier trimestre, donc le trimestre de Noël, qui d'habitude est un bon trimestre pour l'industrie, qui aux États-Unis en fait affiche un repli de 4,5%. Et surtout, Microsoft fait partie des plus grosses baisses en fait, en volume en tout cas, sur le marché américain, puisqu'ils enregistrent une baisse de 12,9% sur le dernier trimestre. Mhm. Ils ont perdu 0,4% de part de marché par rapport à l'année dernière, en 2017. Donc on voit que Microsoft est plutôt en retrait, mais en même temps, ils essaient de remonter les prix. Donc il peut y avoir aussi un jeu en gros, on monte les prix, donc les volumes baissent, et donc on peut perdre des pertes de marché, hein. Donc faut jamais perdre de vue aussi que perte de marché et prix sont quand même assez importants, hein, puisque l'élasticité au prix sur le marché du PC qui est en baisse, c'est un facteur très important. Bien sûr. Et on voit aussi également que Acer, qui est le quasiment dernier, lui perd encore plus de parts de marché que Microsoft sur le marché américain. Donc un marché PC quand même qui est compliqué, dans lequel s'inscrivent ces tablettes-là. Sur lequel Microsoft essaye de sortir par le haut. Donc baisse plus sortie par le haut, c'est pas forcément évident, surtout quand on n'a pas une marque comme celle d'Apple qui, même aujourd'hui, elle a du mal à vendre, puisqu'elle est également en retrait sur le marché américain. Ouais. Après, ils ont aussi lancé il y a pas longtemps, on n'en a pas parlé là parce que c'est pas un produit nouveau, mais il y a quelques mois, ils ont lancé la Surface Go, qui est un modèle beaucoup moins cher, plus accessible, qui a 400, presque 500 €. Voilà, quoi, 500 € à peu près. Évidemment, après, Enfin, il faut rajouter le clavier. il faut ajouter le clavier, certes, c'est vrai, mais ça, c'est quand même une machine qui est plus accessible et que d'ailleurs qu'on avait testé, qu'on avait trouvé très 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 sympa à 01net. Et ça leur permet aussi quand même peut-être d'attaquer un autre segment de marché qu'ils avaient un peu oublié avec Surface, qui a d'abord été une machine un peu élitiste et voilà, des PC un peu plus chers que ce à quoi on s'attend sur le marché du PC en général. Emmanuel, Cortana, j'en parlais tout à l'heure.
est-ce qu'on peut dire que Microsoft a raté son assistant vocal ou pas, ou c'est encore un peu trop tôt? Je poserai la question aussi à Eric après. On entend tout le temps Alexa, Google Home. Ouais. Cortana est vraiment en retrait aujourd'hui. Ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, un assistant vocal comme Cortana, le but, c'est d'être sur un maximum d'environnement possible. Toujours. Bien sûr. Puisque c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est que en réalité, une intelligence artificielle est plutôt stupide, et pour faire en sorte qu'elle puisse répondre dans les meilleurs, de manière pertinente, il vaut mieux que ça soit dans un environnement qui soit relativement clos, parce que comme ça, on sait que les questions qui vont être posées, ce sont des questions qui sont contextualisées donc ça peut être dans la voiture. Donc on sait à peu près le contexte dans la voiture, ça peut être chez vous, donc on voit à peu près ce que vous allez poser comme question, ou en nomade sur votre téléphone portable. Donc là, les questions deviennent un peu plus ouvertes, c'est un peu plus complexe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Cortana n'est pas dans tout cet écosystème-là. Ouais. Le fait que Microsoft sorte de la téléphonie mobile aussi, ça les aide pas, justement. Ils sortent de la voiture. Ils sortent de la voiture également, voilà. Donc c'est vrai que la stratégie de Microsoft qui est cloud entièrement, mais on désinvestit un peu sur les devices, sur les appareils, dont effectivement le téléphone portable, fait que ils sont moins présents dans le hardware et que c'est la porte d'entrée aujourd'hui pour l'intelligence artificielle. Eric, Cortana, Moi, je dirais pas qu'ils tu restes sans voix. Non, en fait, faut pas oublier que Microsoft s'est quand même allié avec Amazon Oui, sur les assistants vrai. vocaux, que finalement Alexa et Cortana vont former un duo. Elles le forment déjà un petit peu, mais Microsoft en fait va s'appuyer aussi sur la puissance d'Alexa, qui est quand même mine de rien l'assistant vocal le plus pervasif on a vu que Alexa au CES. On est d'accord. Et donc du coup, je pense qu'effectivement ils vont peut-être un petit peu faire pivoter Cortana pour lui faire autre chose. Ils ont notamment annoncé que Cortana ne serait plus au centre de la recherche dans Windows 10 bientôt, alors que c'était le moteur de recherche par défaut de Windows 10. C'est un peu saoulant d'ailleurs, ils nous poussaient tout le temps Cortana. Ouais. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont abandonné l'idée d'utiliser Cortana, et notamment via Alexa, puisque Alexa va être aussi disponible sur Windows 10, alors je ne sais pas sous combien de temps. Mais voilà, ça va être plutôt un mariage qui va faire que ce Cortana va continuer à vivre correctement, je pense. Et puis pour Microsoft, c'est mieux de se marier avec Amazon qu'avec Google quand même, parce que là, ça aurait été un peu compliqué, je pense. Oui, leurs relations ne sont pas toujours très simples en plus. On enchaîne avec Facebook. Facebook qui fête ses 15 ans. Ouais. Là, c'est jours-ci. C'était le 4 février 2004 que Facebook a été lancé. Voilà. Et oui. Alors plus de 2 milliards d'abonnés. Enfin, voilà, on va pas revenir sur le succès écrasant de Facebook, même si on le voit. On peut avoir plus de 2 milliards d'abonnés et se poser des questions quant à son avenir. Parce que c'est vrai que Facebook est critiqué de toutes parts, partout. Partout, c'était surtout en 2018, à la suite du scandale Cambridge Analytica. Ça a été vraiment l'anus horribilis pour Facebook. Sûr. 2018 et 2019 s'annonce pas non plus forcément génial pour Facebook. Mais c'est vrai que depuis l'année dernière, donc c'est assez récent. Ils ont changé leur statut, c'est compliqué maintenant sur Facebook. C'est un peu ça. C'est ça. C'est un peu ça. Mais c'est vrai que moi, quand on se dit Facebook a 15 ans, mais je trouve que en fait, je me rappelle encore de ce moment où on attendait de pouvoir s'inscrire sur Facebook. Et là, je me dis que je suis vieux d'ailleurs, mais c'est quand même l'année 2018 a été effectivement difficile pour Facebook, mais on peut pas nier quand même que ce site et ensuite tout ce qui a été créé par Zuckerberg est quand même une sacrée réussite. Mais bien sûr. Parce qu'il y a eu Facebook évidemment, mais il n'y a pas que Facebook aujourd'hui dans ce groupe. Il y a notamment Instagram, qui est le réseau social peut-être que les jeunes préfèrent aujourd'hui. Il y a WhatsApp qui a été racheté pour 22 milliards de dollars, je crois, si je ne m'abuse. Oui, 22 milliards de dollars, c'est ça, en 2014, qui est une des messageries les plus puissantes du monde aussi. Donc Facebook, c'est vrai que la vie de Mark Zuckerberg ne doit pas être simple tous les jours avec tous les scandales à répétition qu'il s'enchaîne. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a su prendre pas mal de bonnes décisions. Et qui a racheté au bon moment certains sites qui font aujourd'hui de Facebook quelque chose d'incontournable, notamment sur la messagerie et sur la façon dont les gens communiquent entre eux. Donc c'est difficile, mais faut pas les enterrer non plus. Oui, parce que c'est vrai que tout le monde tire à boulet rouge sur Facebook et c'est terrible, mais malgré tout. Ils avancent en trébuchant parce qu'ils ont inventé tellement de choses. Enfin, le réseau social, c'est eux.
Voilà, on peut pas, quand on lance comme ça un monstre tel que Facebook, on ne peut pas avoir que des réussites, forcément. Non. Après, il y a des erreurs stratégiques qui ont été faites, Emmanuel, mais comment toi, globalement, c'est plutôt un échec ou une réussite Facebook? En fait, c'est un Aujourd'hui. peu, tu vois, c'est un peu le syndrome Frankenstein, en fait. C'est-à-dire que C'est ça, la créature est en train exactement. de leur échapper totalement. Exactement, Et le problème, exactement. c'est qu'ils essayent aujourd'hui de la recontrôler et que c'est vrai que c'est pas évident parce que avec 2 milliards d'utilisateurs, comme tu le disais auparavant, c'est une machine qui est devenue titanesque. Et donc faire nettoyer ou réguler ce réseau social au niveau planétaire, au bout de 15 ans, avec un PDG qui a même moins de 40 ans quand même, faut quand Ouais. même le souligner, Bien sûr. c'est quand même un défi compliqué et important. Alors, quand même, 2019 commence plutôt mal, hein, parce qu'il y a déjà eu la responsable des relations presse qui a accompagné Facebook maintenant depuis quasiment 8 ans, Oui. qui s'appelle donc Kari Marouneh, qui vient d'annoncer son départ de Facebook. C'est quasiment un visage historique de la société. Et il y a eu beaucoup de cadres qui ont quitté dans le top 10 récemment, dans ces 6 derniers mois, la société. Alors, on a vu les fondateurs, par exemple, de WhatsApp qui ont claqué la porte, hein, en disant moi, Facebook, aujourd'hui, c'est plus mes valeurs, je m'en vais. Mhm. Il y a eu les fondateurs d'Instagram aussi qui sont partis. Et il y a, par exemple, les fondateurs de WhatsApp. Bah, tous les fondateurs de tout ce qui a été racheté par Facebook, qui sont partis, hein, les gars. Et Oculus, Oui. pour terminer, les fondateurs Oculus, d'Oculus bien sont sûr, partis Ouais, ouais. également. Donc, Là, c'était c'est un pour peu- une raison un peu politique, parce que soutien Aussi. Donald Trump en mode discrétion sur Reddit. Enfin, bon, c'était Oui. une histoire un peu C'était particulière. un peu faut dire. particulier, effectivement. Mais on voit qu'aujourd'hui, bon, il y a quand même, au niveau du management, c'est en train de tanguer sérieusement au sein de Facebook. Puis derrière, il faut recruter pour remplacer. Donc là, il y a déjà un premier gros sujet qui est le management au sein de la société. Et le deuxième gros sujet qui va nous concerner directement sur les élections européennes du mois de mai. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose que Facebook ne peut pas louper, entre guillemets, c'est le contrôle des fake news à la veille des élections européennes, et notamment avec la montée des populismes en Europe. Et donc ça va être très compliqué. Ils ont déjà annoncé quand même qu'ils allaient ouvrir en fait une task force en Irlande et une autre à Singapour, juste pour vérifier que pendant les élections européennes, il n'y a pas des fake news qui se répandent et qui peuvent travestir ou en tout cas manipuler en Bien sûr. partie les élections. Donc on voit qu'il y a un énorme défi. On va voir s'ils vont être à la hauteur de ce défi, hein. Donc, est-ce que ce centre de décision qui est ouvert en Irlande va suffire à contenir les informations? On va voir ça, mais ça, c'est un énorme défi. Et s'ils n'y arrivent pas, il va y avoir un retour de bâton politique en Europe qui risque d'être extrêmement important. Et troisième point, et j'en finirai là, hein, c'est l'Allemagne qui vient de saisir l'autorité de la concurrence en disant aujourd'hui, Facebook, vous n'avez pas le droit de mêler les informations d'Instagram, Facebook, WhatsApp sans l'autorisation préalable des utilisateurs. C'est l'autre gros dossier aujourd'hui de Zuckerberg, puisque Facebook, quand même, est un peu en retrait en termes de croissance par rapport à WhatsApp et Instagram. Donc, ce que veut faire Zuckerberg, c'est mélanger les flux d'informations entre les trois entités. Donc, aller plus loin, en gros, dans la collecte des données personnelles. Là, ça va être compliqué, hein. Oui, parce qu'en gros, l'Allemagne, et j'imagine l'Europe et peut-être d'autres pays du monde disent vous n'avez pas le droit de faire ça. Ou Exactement. alors il faut que vous demandiez l'autorisation Exactement, aux préalable utilisateurs. des Ça, c'est une autre utilisateurs. paire de manches. Exactement. Voilà. Surtout qu'il avait dit quand même, Facebook avait bien dit qu'il ne le ferait jamais. Exactement. Donc ils ont changé leur fusil d'épaule en plein milieu. C'est comme ça qu'ils effectivement. ont eu l'aval de la Commission européenne Exactement. pour acheter WhatsApp, d'ailleurs. Eric, on enchaîne avec cette incroyable enquête du FBI que tu veux nous raconter, qui a été faite sur Huawei dans les allées du CES. Mhm. Alors, Ouais. on sait que les relations américaines et chinoises sont très compliquées, Oui. relations commerciales, relations d'espionnage industriel. Enfin, on va pas refaire toute l'histoire. Huawei dans le collimateur, hein, des Américains. Ouais. Et alors, raconte-nous cette histoire. Oui, alors cette histoire, en fait, c'est assez incroyable parce qu'elle a été racontée dans Bloomberg Business Week, qui a d'ailleurs fait sa couverture dessus, une très belle couverture d'ailleurs. Et en fait, effectivement, c'est l'histoire d'un jeune start-upper américain qui a pour ambition de fournir à toutes les marques de smartphones, mais pas que aux marques de smartphones d'ailleurs, un verre incassable. Un verre qui est, vous connaissez sans doute le Gorilla Glass, hein, qu'on Bien retrouve sûr, sur les oui, smartphones. oui. On retrouve sur les smartphones haut de gamme, et qui est durci, Voilà. qui se règle difficilement, etc. Exactement. Alors lui, il a une autre technologie à base de diamants synthétiques. Donc le diamant, on connaît la résistance du diamant, et il est persuadé que son matériau, C'est le meilleur, voilà, le et meilleur en fait, matériau. serait bien plus solide effectivement que n'importe quel matériau pour smartphone. Et en fait, finalement, nous empêcherait de casser notre smartphone à chaque fois qu'il tombe par terre. Je pense que tout le monde sur cette table serait content d'avoir un matériau comme cela. Et donc évidemment, il a discuté ce monsieur avec toute l'industrie du smartphone. Il a discuté avec toutes les marques. Alors il les cite pas, mais on soupçonne que voilà, Samsung, Apple, etc.
ont eu des discussions avec lui pour voir comment il pourrait intégrer ces technologies. Et il a aussi discuté évidemment avec Huawei, à qui il a fourni d'ailleurs un sample, puisqu'il faut, pour montrer, pour montrer un échantillon, quoi, en quelque sorte, pour montrer que c'est plus dur que ce qu'ils font aujourd'hui. Mais sauf que quand on envoie comme ça un sample, un échantillon à une marque, évidemment, il ne faut pas faire du rétro-engineering dessus. On s'attend à ce que le sample soit utilisé dans les règles qui sont dans le contrat. Bien sûr. Et dans ce contrat, il y a notamment le fait que ce sample qui avait été envoyé à Huawei ne devait pas quitter les États-Unis, première chose, et ne devait pas être détruit, parce que évidemment, en le détruisant et en analysant ce qu'il y a à l'intérieur, on peut effectivement trouver la recette miracle. Or, il a envoyé un sample à Huawei. Il a remarqué qu'en fait, ce sample a beaucoup voyagé. Il était censé rester à San Diego et d'après lui, il est parti en Chine. Et quand Huawei lui a renvoyé son échantillon, son verre était complètement cassé, il n'en restait rien, etc. Donc il s'est dit, il y a un problème. Ils ont fait quelque chose sur mon échantillon et ça ne peut pas se passer comme ça. Donc il a contacté le FBI. Et le FBI, je suppose, toujours à l'affût de chercher des poux dans la tête de Huawei, a fait « Ah, mais oui, carrément, on va bosser ensemble pour essayer de coincer Huawei. Et où on va le faire au CES de Las Vegas, qui s'est déroulé, tu y étais il n'y a pas longtemps, au mois de janvier. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur ? Il est parti avec un agent du FBI à une rencontre dans le courant du CES avec Huawei. Avec Huawei, une rencontre avec une représentante de Huawei. Oui, une rencontre business, le FBI lui a mis un petit fil comme ça pour pouvoir écouter espionner la conversation qu'il a eue avec Huawei, et dans l'objectif que la personne de Huawei avoue en fait que le sample avait été utilisé pas dans les règles de l'art, quoi. En tout cas, qu'ils avaient violé toutes les règles d'utilisation. Donc c'est donc un start-upper qui s'est allié en fait finalement aux autorités américaines pour essayer de coincer. C'est devenu une taupe en quelque sorte. Une taupe du FBI. D'ailleurs, il a fait un communiqué de presse pour l'avouer. Alors bon, le problème. Mais alors, est-ce qu'on a le fin mot de l'histoire ou pas ? Qu'est-ce qu'ils en ont fait Huawei ? Alors pour l'instant, pour l'instant, tu nous racontes l'histoire, on n'a pas la fin. Ouais. Non, on croirait dans une série Netflix, tu sais, où il faut attendre l'épisode. Le problème, c'est que finalement cette conversation, en fait. Ce qu'on a appris, enfin ce que le FBI a appris, et d'ailleurs il y avait le journaliste de Bloomberg qui était pas très loin, qui a lui aussi écouté la conversation, ce qui est assez surprenant quand même, mais bon. Ce qu'on a appris surtout, c'est que la personne en question ne voulait absolument pas parler et qu'elle avait limite peur de cette histoire, qu'elle s'est rendue compte, elle dit que si elle ne le rencontrait pas, elle pouvait perdre son travail, mais qu'elle ne savait rien de cette histoire d'espionnage. Donc on ne sait pas toujours si vraiment Huawei a vraiment espionné, ou voulu faire de l'espionnage industriel sur cette. On appelle ça du reverse engineering. Sur cette technologie. Pour l'instant, Huawei n'a pas été inculpé dans cette affaire comme elle l'a été récemment dans une autre, mais on verra dans un an ou 2 ans. Peut-être que ça va être le cas. En tout cas, je vous recommande de lire cette espèce de feuilleton incroyable. C'est vraiment digne d'une série policière, en fait, cette histoire d'espionnage industriel qui a eu lieu jusque dans les allées du CES. Quoi. Attention, gardons le bénéfice du doute. Donc pour l'instant, on n'a pas de preuve formelle que Huawei ait pu enfreindre les règles d'utilisation de ce sample. Tout à fait. Voilà. C'est juste effectivement que lui estime que c'est un usage bizarre qui a été fait de son échantillon. Ça lui fait une sacrée pub, cette histoire-là, au passage. Oui, mais bon, visiblement, il était déjà en discussion avec beaucoup de gens du marché du smartphone. Emmanuel, incroyable cette histoire quand même. Oui, c'est presque un peu ridicule, non, quand même. Enfin, je sais pas, quand on déroule le fil. Oui, mais comme alors oui et non. Oui, parce qu'effectivement, comme ça a l'air un peu ubuesque comme situation. Et non, parce qu'il y a un contexte quand même que tu rappelais tout à l'heure, c'est-à-dire que très tendu. Voilà, Meng Wanzhou aujourd'hui, qui est la directrice financière de Huawei, elle est toujours assignée à Vancouver avant d'être éventuellement renvoyée aux États-Unis pour être jugée. C'est dingue, c'est la directrice de la com de Huawei. Directrice de la finance. Pardon. Directrice financière, voilà. Et fille du fondateur. Voilà, fille du fondateur, voilà. Le général Rang Zhenfei. Donc, ah oui, parce que c'est un général. Un général de l'armée chinoise, voilà. Enfin, un ex, il y a longtemps, mais tout de même. Donc ça, c'est ce qui a créé au début, effectivement, quelques doutes sur les liens entre Huawei et le gouvernement chinois. Et dans les chefs d'accusation, il y a notamment le fait que Huawei aurait vendu du matériel télécom en Iran, alors que l'Iran est sous sanctions américaines. Donc ça, c'est un
des volets. Et le deuxième volet qui nous intéresse plus dans l'histoire dont on parle aujourd'hui, qui est déjà du vol industriel, notamment sur un robot, donc c'est un bras de robot, pour tester chez T-Mobile tous les téléphones portables. Et l'idée, c'est qu'un robot comme ça va beaucoup plus vite pour tester tous les téléphones qui existent sur la planète plutôt que des humains. Et donc Huawei a demandé à avoir accès à ce robot. T-Mobile a dit bah non, c'est notre robot, il s'appelle Tapi, hein. Alors pas comme le nôtre, mais TAPY, je crois de mémoire. Et donc Huawei a demandé à voir le robot à plusieurs reprises, etc. Et surtout, alors là pour le coup, il y a des indices relativement concordants, c'est-à-dire qu'il y a des mails de la société qui ont été diffusés sur Internet, dans lesquels on voit que Huawei voulait recréer entièrement ce bras articulé, était prêt à espionner T-Mobile, et à un moment donné, même le Huawei des États-Unis a dit T-Mobile se méfie vraiment de nous, qu'est-ce qu'on fait, et demander des ordres au niveau de la Corp en Chine, qu'est-ce qu'on fait, parce que si on va un peu trop loin, là, on risque d'avoir une enquête, de se faire taper sur les doigts, etc., etc. Donc, il y a quand même des faisceaux de présomption assez fortes concernant le fait que Huawei veulent voler des technologies. Et donc, tout ça, cette dernière histoire, celle de Bloomberg, s'inscrit vraiment dans un phénomène un peu plus large en fait. C'est dingue. Mais après, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a un fossé culturel immense entre les Occidentaux et les Asiatiques. La culture de la copie en Chine, c'est quelque chose qui a toujours existé et qui n'a pas le même impact que chez nous. C'est-à-dire que pour eux, copier, c'est presque normal, finalement, on le voit, hein, tout est copié là-bas. C'est quelque chose qui est beaucoup plus dans leur vie quotidienne. Oui, c'est vrai. Et ils ne se rendent pas compte de tous les dégâts que ça peut avoir en termes de droits d'auteur, en termes de brevets, etc. Alors, c'est vrai que ce qu'on nous oppose souvent, nous, occidentaux, c'est que là-bas, le rapport maître-élève, maître-disciple, fait que ce qu'on fait quand on est un disciple, on veut copier le maître. Ouais. Et on veut copier le maître pour après le dépasser. C'est un peu facile quand même. Voilà. Et voilà. Enfin, et du coup, c'était peut-être valable il y a 100 ans, mais aujourd'hui... C'est sûr, mais c'est surtout qu'en plus, maintenant, il y a quand même une ligne directrice qui s'appelle le Made in China 2025, donc qui a été votée par le gouvernement chinois en 2015, qui est de dire que d'ici 2025, la Chine doit être leader dans plusieurs types de technologies, dont les télécoms, avec la 5G, mais il y a également, par exemple, la robotique, il y a l'intelligence artificielle, et là, ils mettent des milliards et des milliards sur la table pour aller très très vite et prendre le lead au niveau mondial sur des technologies de rupture. Et ça, c'est ça qui crée aujourd'hui des tensions avec les Américains, moins les Européens, on verra peut-être plus tard, parce que les Américains se disent, s'ils y arrivent, on va perdre notre hégémonie sur des technologies d'avenir, et c'est des technologies pour 30, 40, 50 ans qui viennent. En Europe, on a Airbus, notamment, qui est implanté en Chine, et exactement. On peut imaginer qu'il y ait des... Alors, il y a justement une affaire de copie. Alors là, je vais citer Challenge, parce que moi, on me dit que ce que dit Challenge a l'air d'être juste. C'est que Challenge Airbus a été piraté il y a quelques temps, visiblement par un groupe d'attaquants qui s'appelle APT-10, et APT-10 est lié directement au gouvernement chinois. Voilà. C'est clair. Passionnant, cette histoire. Franchement, on a un bon scénario ficelé pour un bon film là, qui pourrait sortir dans un an ou deux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a déjà la trame. Bon, voilà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Eric. Eric Le Bourlou, rédacteur en chef de zeronet.com. Et merci à Emmanuel Paquet pour ton éclairage toujours pertinent. On peut te lire évidemment sur l'Express, version papier et version web. Smartphone, tout. Smartphone. Everywhere. Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez avec nous. La suite de quoi je mêle, c'est dans un instant. Et puis je vous rappelle ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous avez envie d'interagir avec nous, vous pouvez le faire avec ce mail qu'on vient de créer pour vous, qui vous permettra de discuter avec nous, même si vous pouvez déjà le faire avec les réseaux sociaux. Mais là, c'est peut-être un petit peu plus formel. C'est tout simplement mail au pluriel, mails, @01net.fr. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou, poser vos questions, réagir. On revient dans un instant. Le patron France de Xiaomi sera mon invité. Tiens, on parlait de la Chine, justement. Voilà une marque qui est assez impressionnante. Il sera avec moi dans un instant. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.